Ma fiancée m'a dit que le mariage était annulé à moins que je ne présente des excuses à son ex. J'ai répondu, alors le mariage est annulé. Elle ne m'a pas pris au sérieux jusqu'à ce que le lieu de réception la contacte pour confirmer qu'il était officiellement annulé. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne en Île-de-France. J'habite en banlieue parisienne et mes semaines sont assez routinières. Trajet en RER, salle de sport, dîner, sommeil, et on recommence. Ma fiancée est Camille, 29 ans, responsable d'un cabinet dentaire à Paris. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et nous ne vivons pas encore ensemble car nous avions convenu d'attendre après le mariage pour fusionner nos baux locatifs. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit à quiconque que nous étions solides. Pas parfaits, mais avec des problèmes d'adultes normaux. Des emplois du temps, des conversations sur l'argent, des limites familiales. Le genre de choses que l'on résout avec des calendriers et des discussions honnêtes. Camille a un ex nommé Théo. Ils sont sortis ensemble avant moi, avec des hauts et des bas, et elle dit que cela s'est terminé car il était immature et ne pouvait pas s'engager. Très bien. J'ai aussi mon propre passé. La différence est que je ne le ramène pas dans le présent. Théo gravite toujours autour de sa vie de manières étranges. Des amis communs, des événements de groupe aléatoires et le SMS occasionnel dont elle affirme qu'il est inoffensif. Je n'aimais pas ça, mais je ne voulais pas non plus être le gars contrôlant qui interdit les amitiés. Alors, j'ai fait simple. J'ai dit que je n'étais pas intéressé par le fait qu'il fasse partie de notre mariage, à quelque titre que ce soit. Cela aurait dû être facile. Puis Camille a commencé à planifier le mariage comme si c'était une opération militaire où j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision était accompagnée d'un ton particulier. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si je n'étais pas d'accord, elle devenait silencieuse puis me punissait avec des réponses glaciales d'un seul mot pour le reste de la nuit. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que Théo venait au mariage. Pas invité par moi. Même pas en tant qu'accompagnant. Elle a dit qu'il venait parce qu'il l'avait aidé à rencontrer l'un des prestataires il y a des années, et qu'il serait impoli de ne pas l'inclure. Cela n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était une évidence et que j'étais bouché. Je lui ai dit non. Calme, clair, sans drame. J'ai dit que je ne me mariais pas avec son ex assis là à regarder la scène. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je manquais de confiance en moi. Puis elle m'a asséné quelque chose qui m'a noué l'estomac. Elle a dit que le mariage était annulé à moins que je m'excuse auprès de Théo pour avoir manqué de respect à son égard. Je pensais qu'elle bluffait. J'ai dit, d'accord, alors le mariage est annulé. Et je le pensais vraiment. Elle a ri comme si je venais de raconter une blague, a attrapé ses clés et est partie. La dernière chose qu'elle m'a envoyée par SMS ce soir-là a été que je reviendrai en rampant une fois que je réaliserai combien d'argent avait déjà été dépensé. Je n'ai pas rampé. J'ai commencé à passer des appels. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé le lieu de réception. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et quelles étapes étaient requises pour résilier officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que l'un ou l'autre de nous pouvait demander l'annulation. Il y aurait une pénalité financière en fonction du délai. Je leur ai demandé de m'envoyer le formulaire par courriel. Pendant que j'attendais, j'ai appelé le traiteur et le photographe. Même ton. Même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné au fait que je m'excuse auprès de son ex, alors ce n'était pas un mariage que j'étais intéressé à financer. Camille a envoyé un SMS vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de location de vacances pour la lune de miel et a écrit « J'espère que tu es fier de toi. Non remboursable. » J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation du lieu et que nous pourrions partager toutes les pertes qui nous incombaient légalement. Je suis resté neutre. Aucune insulte. Aucune menace. Elle a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Tu essaies sérieusement de m'embarrasser ?» Ce mot m'a interpellé. M'embarrasser ? Je lui ai dit que je ne m'excuserais pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage. J'ai aussi dit que si elle croyait vraiment que le mariage devait dépendre de cela, alors l'annuler était la conclusion logique. Elle a changé de tactique rapidement. Soudainement, il ne s'agissait plus de Théo. Il s'agissait du fait que je manquais de respect à son jugement.
Elle a dit que je l'obligeais à choisir un camp et que les adultes sains ne posent pas d'ultimatum. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait posé l'ultimatum. Tu dois t'excuser auprès de Théo ou le mariage est annulé. Je n'ai fait qu'accepter ces conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, tu réagis de manière excessive. Je ne voulais pas dire vraiment annulé. C'était la première fissure. Je lui ai demandé directement si Théo venait au mariage. Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais être mature. Cela m'a tout dit. J'ai soumis le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait de manière impulsive. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important, mais pas dévastateur. Je peux absorber ma moitié sans ruiner mes finances. Cela ferait mal, mais pas autant que de commencer un mariage où mes limites sont négociables en fonction de son humeur. 3 jours plus tard, le lieu de réception nous a envoyé un courriel à tous les deux confirmant la réception et demandant à Camille de reconnaître l'annulation. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que je ne faisais pas semblant. Elle s'est présentée à mon immeuble ce soir-là sans appeler. Elle ne riait plus. Quand Camille a sonné à l'interphone, il était près de 21h. J'avais déjà terminé le dîner et je répondais à des courriels. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je me suis dit que l'éviter ne ferait que faire traîner les choses en longueur. Elle est entrée comme si elle vivait toujours là, a posé son sac à main sur mon comptoir et a immédiatement commencé à parler. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu. Que annuler sans une autre discussion était extrême. Que je la faisais paraître instable aux yeux du coordinateur du lieu. Elle a dit que je me concentrais sur le mauvais problème. Que c'était une question de confiance. Selon elle, si j'avais confiance en elle, je ne me sentirais pas menacé par un homme qu'elle a fréquenté il y a des années. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il était important pour son développement personnel et que le coupé de sa vie serait immature. Je lui ai dit que je n'étais pas menacé. Je refuse de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public parce qu'elle pense que les apparences comptent plus que mon confort. Elle a craqué et m'a traité de maniaque du contrôle. Puis elle a dit quelque chose qui a fait basculer toute la conversation. Elle a dit que Théo se sentait manquer de respect par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Théo. Elle a encore hésité. Puis elle a avoué qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée concernant la liste des invités du mariage. Elle a dit qu'elle voulait son point de vue car il la connaît bien. C'était la première fois que je ressentais une véritable clarté au lieu de la frustration. Il ne s'agissait pas d'inviter un ex. Il s'agissait de triangulation. Elle faisait passer notre conflit par lui et s'attendait ensuite à ce que je m'excuse d'avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une limite pour moi. Elle a haussé les épaules et a dit que je faisais des drames. Selon elle, je devrais être reconnaissant qu'elle ait des amis qui se soucient assez d'elle pour donner leur avis. Des amis? Encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était toujours attachée émotionnellement à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. Elle a dit que j'étais dégoûtant d'insinuer cela. Elle a ajouté que si elle voulait Théo, elle ne serait pas fiancée avec moi. Cette réponse semblait répétée. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que c'est exactement pour cela que j'avais annulé. Parce qu'au lieu de respecter une simple limite, elle a aggravé les choses et impliqué la seule personne garantie de tout déstabiliser. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit que si j'annulais l'annulation et m'excusais auprès de Théo, elle me pardonnerait de l'avoir embarrassé. Me pardonner? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était un test de pouvoir. Et elle supposait toujours que j'allais céder. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, c'est mal passé. Pas de façon dramatique. Pas de façon explosive. Juste faux d'une manière calme et définitive. J'ai regardé autour de mon appartement pendant une seconde, mon canapé, mon comptoir de cuisine, l'endroit que je paie et que je maintiens stable. Puis je l'ai regardé à nouveau et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme si c'était une négociation où elle avait un moyen de pression. Je lui ai dit que nous avions terminé pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas assimilé l'information. Je l'ai répété calmement. Cette conversation est terminée. Tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a dit que les adultes ne s'en vont pas quand les choses deviennent inconfortables.
L'ironie était presque impressionnante. Je n'ai pas discuté. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée là à me fixer. Attendant que je m'adoucisse. Attendant que je m'excuse d'avoir fixé une limite à l'intérieur de mon propre appartement. Je lui ai dit que c'était chez moi. Que tu es ici en tant qu'invité. Je te demande de partir. Sa voix a changé. Plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider. Que c'était de la violence psychologique. Que annuler le mariage et maintenant la faire sortir prouvait que j'étais instable. Je suis resté calme. J'ai dit qu'il n'y avait rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter son domicile quand cette personne vous manque de respect. Elle a attrapé son sac à main, mais ne s'est pas dirigée vers la porte. Au lieu de cela, elle a essayé un autre angle. Elle a dit que si je la forçais à sortir, c'était vraiment fini entre nous. C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit oui. Si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. Elle m'a dévisagé pendant un long moment comme si elle s'attendait à ce que je craque. Quand je ne l'ai pas fait, elle est passée devant moi et est allée dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, « Tu vas regretter cela quand tu réaliseras que tu as gâché un mariage à cause de ton ego. » J'ai répondu que je ne gâchais pas un mariage. Je refusais d'en commencer un comme ça. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Pas de manière dramatique. Juste mécaniquement. Je suis resté là pendant une minute après pour m'assurer qu'elle était vraiment partie et qu'elle n'attendait pas que je rouvre la porte. Elle a envoyé un SMS 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur à quel point j'étais froid. À quel point ses parents seraient déçus. Comment les gens allaient parler. Pas une seule phrase sur le respect de ma limite. C'est à ce moment-là que le calme s'est vraiment installé. Car si la jetée hors de mon appartement ressemblait à un soulagement au lieu d'une panique, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Après que j'ai verrouillé la porte, les messages ont continué d'arriver. Au début, c'était de la colère. Puis c'est passé à la culpabilité. Elle a dit que je l'avais embarrassée devant le coordinateur du lieu. Elle a dit que sa mère posait des questions. Elle a dit que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué quelque chose. Chaque SMS était centré sur son image. Son humiliation. Son désagrément. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais mal à l'aise que Théo soit impliqué dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois de suite. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation stérile où elle recadrait ma limite comme une agression. Le lendemain matin, il y avait d'autres messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle a dit que nous devions régler cela avant que ça ne dégénère. Elle a suggéré que nous nous retrouvions pour prendre un café et parler comme des adultes. Elle a également ajouté que Théo pensait que toute cette histoire était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si cela facilitait les choses. Cette phrase a été la goutte d'eau. Le fait qu'il connaissait suffisamment de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle continuait à lui fournir des mises à jour en temps réel. Notre relation était apparemment du matériel pour une discussion de groupe. J'ai répondu une fois. J'ai dit que je ne m'excuserais pas auprès de lui et que je ne continuerais pas une relation où ma fiancée donne la priorité à son ex plutôt qu'aux limites de base. Je te souhaite une bonne continuation. Elle a immédiatement répondu que je faisais encore des drames et que la bloquer prouverait que je ne l'avais jamais aimée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas donné plus d'explications. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, même LinkedIn car je sais comment ces choses-là se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de publications publiques dirigées contre moi, ou d'amis communs agissant comme messagers. Cela n'a pas été fait dans la rage. C'était stratégique. Si je laissais un canal ouvert, elle l'utiliserait pour m'entraîner à nouveau dans un débat. Et le débat était sa force. Elle s'épanouissait dans les zones grises où elle pouvait recadrer les choses jusqu'à ce que je me défende au lieu de traiter le problème d'origine. La bloquer ne visait pas à la punir. Il s'agissait de mettre fin au cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Théo. J'ai fixé la notification de la messagerie vocale pendant 1 minute entière avant de l'écouter. La voix de Théo était calme. Trop calme.
Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses avaient dégénéré et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un mariage s'effondrait. Il a dit qu'il me respectait et espérait que nous pourrions dissiper le malentendu d'homme à homme. Cette formulation seule m'a dit que ce n'était pas une implication accidentelle. Il se sentait le droit d'intervenir. Il a également dit que Camille était vraiment bouleversée et qu'elle a tendance à réagir émotionnellement quand elle se sent coincée. Il s'est présenté comme la personne raisonnable, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le message vocal et pris une capture d'écran du journal d'appel. Non pas parce que j'avais l'intention d'envenimer les choses, mais parce que les preuves comptent quand les histoires commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un SMS pour me demander ce qui se passait. Camille l'avait apparemment appelé en pleurant pour lui dire que j'avais brusquement annulé le mariage à cause d'un désaccord mineur sur la liste des invités, puis que je l'avais bloqué sans explication. C'était rapide. J'ai appelé ma sœur et je lui ai donné la version courte. Pas de drame. Juste les faits. Camille a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui, sinon le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit que ce n'était pas un désaccord mineur. Exactement. En milieu d'après-midi, Camille a essayé de me joindre par courriel. Objet du message, s'il te plaît écoute-moi. Je l'ai lu 1 fois. C'était plus de la même chose. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et non soutenue. Elle a dit que Théo essayait seulement d'aider. Elle a dit que la bloquée était cruelle et immature. Elle a également glissé qu'annuler le lieu sans son accord pourrait avoir des conséquences légales pour moi si elle décidait de demander des dommages et intérêts. Cette partie était intéressante. Non pas parce que j'étais inquiet. Le contrat permettait clairement l'annulation par l'une ou l'autre des parties, mais parce que cela montrait son état d'esprit. Il ne s'agissait plus de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait d'un moyen de pression. Tard dans la soirée, Théo a de nouveau envoyé un SMS depuis un autre numéro. Il a dit qu'éviter la conversation me faisait paraître coupable. J'ai aussi bloqué ce numéro. À ce stade, un schéma était évident. Camille n'essayait pas d'arranger notre relation en privé. Elle construisait un récit où j'étais instable et déraisonnable. Et Théo n'était pas un simple spectateur. Il participait. Cela a confirmé quelque chose que j'avais hésité à dire à voix haute. Il n'a jamais été seulement question d'un invité au mariage. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à rivaliser avec son ex pour avoir de l'influence au sein de ma propre relation. 2 jours se sont écoulés sans contact direct car j'avais fermé toutes les portes qu'elle essayait d'utiliser. Cela n'a pas arrêté les répercussions. Un ami commun, Baptiste, m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Il a dit que Camille avait raconté dans leur discussion de groupe que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir perdu les pédales pour rien. Selon sa version, Théo avait été invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle m'avait trompé. J'ai appelé Baptiste au lieu de répondre par SMS. J'ai exposé la chronologie en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a conditionné le mariage à mes excuses envers lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans des disputes privées. J'y ai mis fin. Baptiste est resté silencieux un moment. Puis il a dit que ce n'était pas ainsi qu'elle l'avait présenté. Bien sûr que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de la mère de Camille me demandant si nous pouvions parler. C'était poli mais direct. Elle a dit que les mariages exigent des compromis et que la fierté ne devrait pas ruiner un avenir. Encore ce mot, fierté. J'ai répondu respectueusement. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de limite et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et rendait ma participation conditionnelle au fait de l'apaiser. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la nuit, Camille s'est de nouveau présentée à mon immeuble. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un SMS pour me dire que quelqu'un sonnait à l'interphone de façon répétée. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier courriel. Il était plus long que les autres. Moins en colère. Plus stratégique. Elle a dit qu'elle était prête à désinviter Théo si c'est ce qu'il fallait pour aller de l'avant, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que je ne l'humilierais plus jamais comme ça.
Elle a également demandé que je m'excuse auprès d'elle pour avoir réagi de manière excessive et pour avoir annulé le lieu sans lui donner la chance de se calmer. Ça y était. Elle retirerait Théo de la liste des invités, mais seulement si j'admettais avoir eu tort de rester sur mes positions. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer de ne pas mal l'interpréter. Ce n'était pas une excuse. C'était un échange. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais nécessaire. Si j'acceptais, j'établirais le précédent selon lequel chaque fois qu'elle irait trop loin et que je résisterais, je finirais par absorber le blâme pour restaurer la paix. Ce n'est pas un partenariat. C'est du dressage. Alors je n'ai pas négocié. Je me suis transféré le courriel pour le conserver dans mes dossiers. Ensuite, j'ai contacté le lieu de réception une dernière fois pour confirmer que l'annulation était finalisée et irréversible sans un tout nouveau contrat. Ils ont confirmé que le dossier était clos. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Ni administrativement ni personnellement. La semaine suivante a été plus calme en apparence, mais pas vraiment apaisée. Camille a arrêté d'essayer de me contacter directement. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre des nouvelles de seconde main. Un de ses collègues aurait dit à une connaissance commune que j'avais eu des doutes de dernière minute. Quelqu'un d'autre a entendu dire que je manquais de confiance en moi par rapport à son passé et que je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui avait une histoire. C'était intéressant de voir à quel point la formulation était cohérente. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Pas une seule fois l'histoire n'a été qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition au mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de publication ni essayé de corriger le récit dans chaque cercle. C'est un jeu perdu d'avance. Les gens croient ce qui s'aligne avec leurs opinions préalables. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions déjà prévu d'emménager ensemble dans un nouvel appartement après le mariage. La demande de bail était en attente. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai officiellement retiré ma part. J'ai demandé une confirmation écrite que je n'étais plus rattaché au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne quelque part où elle pourrait l'utiliser. J'ai également revu les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière était plafonnée. Les pertes liées aux acomptes étaient réelles mais gérables. J'ai payé ma part immédiatement et j'ai gardé les reçus. À peu près à cette époque, une autre chose inattendue s'est produite. Théo m'a envoyé un courriel directement. Pas depuis un numéro jetable. Pas de manière anonyme. Depuis sa véritable adresse professionnelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir car Camille perdait pied et se blâmait. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer la division et qu'il respectait ma position en tant que son futur mari. Futur mari. Cette expression était soit maladroite, soit délibérée. Il a également dit que si je voulais qu'on se retrouve pour prendre un café et dissiper les malentendus, il y était ouvert. Il a souligné que les hommes matures communiquent plutôt que d'exclure les gens. Je l'ai lu attentivement. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait que s'immiscer dans notre conflit privé était inapproprié. Aucun aveu que recevoir des captures d'écran de nos disputes franchissait la limite. Juste une douce suggestion que c'était moi qui évitais de grandir. C'était la dernière pièce du puzzle pour moi car j'ai réalisé quelque chose de simple. Si j'épousais Camille, Théo ne s'estomperait pas à l'arrière-plan. Il resterait un consultant dans nos disputes. Un vote de l'ombre. Et Camille continuerait de présenter cela comme raisonnable. Alors j'ai répondu une fois. J'ai dit qu'il n'y avait aucun malentendu. Ce n'est pas ta relation pour faire de la médiation. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son courriel. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, mon téléphone était complètement silencieux. Et ce silence semblait pur. Environ une semaine après que tout soit devenu silencieux, je suis tombé sur Camille dans un supermarché près de chez moi. Ce n'était pas prévu. Juste un mauvais timing. Elle m'a vu la première. Je pouvais le dire car elle s'est figée au milieu de l'allée et a redressé sa posture comme si elle se préparait pour un public. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé que je n'allais pas agir comme si j'avais quelque chose à éviter. Nous nous sommes retrouvés face à face près du rayon des produits laitiers. Elle avait l'air différente. Pas dévastée. Elle a dit salut comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et j'ai dit bonjour. Il y a eu une pause où elle s'attendait clairement à ce que j'ouvre la porte à la conversation. Je ne l'ai pas fait.
Alors elle l'a fait. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que je gère les choses différemment. Que annuler publiquement au lieu d'en discuter en privé l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur publiquement comme si j'avais affiché un panneau publicitaire au lieu de contacter directement les prestataires. Je lui ai dit que j'avais géré cela en privé. Les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient besoin d'informations précises. Elle a soupiré et a dit « Tu sais ce que je veux dire ». Puis elle a dit quelque chose qui m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que Théo était d'accord sur le fait que nous avions tous les deux envenimé les choses et qu'avec une communication appropriée, nous aurions pu éviter tout ce gâchis. Le voilà de nouveau. Théo comme évaluateur. Théo comme juge. Je lui ai posé une dernière question. Si nous revenions à cette nuit-là et que je disais que je ne m'excuserais pas, est-ce que tu aurais respecté cela sans conséquence? Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez longtemps. Elle a dit « J'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais mettre mes sentiments en premier ». Cette réponse était honnête et révélatrice. Mettre ses sentiments en premier signifiait subordonner ma propre limite. Cela signifiait accepter que son confort avec son ex pesait plus lourd que mon inconfort. Je lui ai dit calmement que je n'étais pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a eu l'air agacée alors, pas triste, agacée, comme si j'étais difficile sans raison. Elle a dit « Je suppose que c'est tout alors ». J'ai répondu « Oui, c'est tout ». Nous sommes restés là encore une seconde. Puis elle a pris son panier et s'est éloignée sans se retourner. Je n'ai ressenti ni colère ni regret, juste une confirmation. Car même à la fin, elle a présenté le problème comme mon incapacité à donner la priorité à ses sentiments, et non comme son incapacité à protéger notre relation des influences extérieures. Et cette différence n'est pas petite. Elle est fondamentale. Cela fait 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées. Nous avons partagé les acomptes non remboursables selon les contrats que nous avions signés. Il n'y a eu aucun procès. Aucune menace légale dramatique, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est également stabilisée. Les gens qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Les gens qui ont demandé ma version l'ont entendue et se sont fait leur propre opinion. Je n'ai pas cherché de validation. Camille et moi ne nous sommes pas parlé depuis le supermarché. Un ami commun a récemment mentionné qu'elle et Théo passaient à nouveau beaucoup de temps ensemble. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Ce ne sont plus mes affaires. Au contraire, cela renforce l'instinct que j'avais quand elle insistait sur le fait qu'il devait faire partie du jour de notre mariage. Avec le recul, le déclencheur réel était petit sur le papier, une invitation, des excuses, une exigence présentée comme un compromis. Mais la structure en dessous n'était pas petite. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a traité son opinion comme étant pertinente pour nos fiançailles. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui avait besoin d'obtenir l'approbation d'un homme qui n'avait aucune place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a aggravé les choses au lieu de se recadrer. Ce qui ressort le plus n'est pas la dispute elle-même. C'est la rapidité avec laquelle elle a agi pour contrôler le récit une fois que je n'ai pas obéi, appelant ma sœur, envoyant des messages aux amis, suggérant que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique. C'était du contrôle des dégâts. Si je m'étais excusé auprès de Théo, le mariage aurait eu lieu. En apparence, tout aurait semblé parfait. Des photos, des sourires, des discours. Mais j'aurais su qu'au moment critique, ma limite était négociable et que son ex avait son mot à dire dans notre dynamique. Ce savoir ne disparaîtrait pas après la lune de miel. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je regrette d'avoir été si ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage est coûteux et gênant. Divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire. Je n'ai pas perdu un mariage. J'en ai évité un qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle n'ait cru que j'étais sérieux qu'une fois que le lieu de réception a confirmé l'annulation me dit tout sur la façon dont elle percevait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire ces derniers temps. Il est essentiel de savoir poser ses limites avec calme et fermeté. Votre estime de vous-même mérite d'être protégée, même quand cela rend les choses inconfortables. Préserver sa paix intérieure n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de responsabilité envers soi-même. J'espère que vous prendrez le temps de réfléchir à ce que vous acceptez dans vos relations.
La guérison commence souvent quand on arrête de tolérer ce qui nous abîme. Soyez bienveillant avec les autres, mais surtout avec vous-même. La vraie maturité, c'est oser dire non quand c'est nécessaire. Je vous souhaite de trouver le courage de choisir ce qui vous fait vraiment du bien. Prenez soin de vous, vous le méritez vraiment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.